Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous avons le plaisir de retrouver le professeur Thierry Magnien qui vient de publier aux éditions Salvator ce livre « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». Thierry Magnien, bonjour. Bonjour. Professeur, je rappelle que vous avez été durant de nombreuses années recteur de l'Université catholique de Lyon, que vous êtes actuellement président-recteur délégué aux humanités à l'Université catholique de Lille, mais surtout que vous êtes docteur en physique et docteur en théologie. Ce qui justifie sans doute la raison que vous ayez souhaité écrire ce livre « Foi et neurosciences ». Alors peut-être, première question toute simple, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un tel livre ? Alors depuis quelques années, après avoir beaucoup étudié les relations entre science et foi, dans les années 80 en particulier, depuis l'année 2000 à peu près, je m'intéresse beaucoup à l'éthique des technosciences, qu'on appelle les technosciences, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les nanobiotechnologies qui travaillent sur l'ADN en particulier, sur nos gènes, et puis les neurotechnologies qui travaillent notamment sur les implants cérébraux. Et dans ces technosciences, on essaye d'améliorer les performances de la machinerie vivante en biotechnologie, par exemple. Et on considère souvent le vivant comme une machine sophistiquée qu'il faut améliorer et que d'ailleurs l'intelligence artificielle va aider aussi à améliorer. Et puis, en contrepoint, je dirais, les sciences du vivant comme la biologie et les neurosciences, la biologie qui s'intéresse à l'ensemble du vivant et les neurosciences tout particulièrement au cerveau, dans le corps humain, eh bien, nous montrent de plus en plus qu'au-delà de la machinerie vivante, il y a une complexité beaucoup plus importante, il y a des interactions avec l'environnement beaucoup plus importantes. Bref, je me suis intéressé au dernier cri des neurosciences, alors qu'il y a encore une trentaine d'années, avec par exemple l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, on pensait vraiment que le cerveau était une simple mécanique, alors une mécanique complexe parce que évidemment les milliards de neurones interconnectés donnent une complexité, mais marchait comme une mécanique qu'on pourrait copier par l'intelligence artificielle en particulier. Il en est tout autre. Et il en est quoi exactement? Qu'est-ce que les neurosciences nous font découvrir? Les neurosciences nous font découvrir, avec la biologie et ce qu'on appelle l'épigénétique, que justement tout n'est pas génétique et que tout n'est pas lié simplement à une machinerie. L'environnement joue un rôle très important sur l'évolution de la machine, on peut dire, et en particulier l'environnement biologique, bien sûr, mais aussi l'environnement psychique et même l'environnement spirituel. Les neuroscientifiques aujourd'hui étudient les interactions dans les deux sens entre le biologique et le psychique. Bien sûr que notre structure cérébrale joue un rôle direct sur notre manière d'être, notre psychisme. Mais les choix de comportement de vie que nous faisons ont une influence en retour. Ou bien notre état psychique a une influence sur notre biologie. On regarde par exemple l'expression des gènes d'un fœtus porté dans le ventre de sa maman en fonction de son état de stress ou de repos à la maman. Et on voit des effets sur l'expression des gènes, non pas sur leur constitution, mais sur leur expression. Or, l'expression des gènes, c'est ce qui va déterminer le développement, en grande partie. Donc, une influence assez considérable. Par ailleurs, des neuroscientifiques regardent ce qui se passe dans le cerveau de grands méditants comme Mathieu Ricard ou des moines bouddhistes ou bénédictins qui rentrent dans des phases de méditation profonde. Ils suivent les aires AIERS cérébrales qui s'allument en fonction de leur état de conscience profonde et ils voient des effets positifs de cette méditation à long terme sur la reconfiguration neuronale, sur sa plasticité et du coup sur les capacités que l'homme peut avoir de vivre plus longtemps et de résister au vieillissement, par exemple. Donc, vous voyez, il y a non seulement un effet de la machine, mais il y a un effet environnemental, et l'environnement biologique, psychique et spirituel joue un rôle sur l'ensemble de l'évolution du vivant, de l'humain en particulier. Ça me paraissait très important de regarder cela au-delà d'une simple machine. Dans votre livre, il y a un auteur que vous citez à plusieurs reprises, qui est Damasio, qui écrit ce livre, L'erreur de Descartes, je pense qu'il est paru chez Odile Jacob. Jacob.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans la pensée d'un auteur comme celui-là? Alors, vous voyez, avec Descartes, alors surtout avec le cartésianisme, plus que Descartes lui-même, je pense donc je suis, on a l'impression que tout est dans la pensée. Hein. Et Damasio, il va nous montrer comment nous pensons avec tout notre corps et pas simplement notre cerveau. Nous pensons avec tout notre corps, c'est-à-dire que les sentis, les ressentis, les sensations, les émotions jouent un rôle sur nos idées, sur notre pensée plus intellectuelle. Tout cela est intriqué. Alors que, avec Descartes, mais surtout le cartésianisme, et puis surtout dans certaines traditions anthropologiques dualistes, hein, voilà, c'est le cerveau qui est l'organe central et la pensée qui est centrale et le corps voilà, n'est pas important. Là, il y a une alliance avec les neurosciences d'aujourd'hui et avec un scientifique comme Damasio entre le corps, l'âme et l'esprit, on le reprendra. Il y a une alliance avec tout le corps. On pense avec son cerveau, bien sûr, mais un cerveau dans son corps. Et d'ailleurs, les anglo-saxons le disent très bien, hein, ils parlent du mind-body problem. Et nous disons cerveau-esprit en français, alors qu'ils disent esprit-corps dans le monde anglo-saxon, et ils ont raison par rapport à ce qu'on montre aujourd'hui en biologie et en neurosciences. Damasio repartait d'un cas dramatique, d'un accident, d'un ouvrier je pense... D'un contremaître sur les chemins de fer, hein, qui avait eu le cerveau traversé par une barre à mine, hein, et qui avait survécu, et qui avait toutes ses capacités intellectuelles, mais justement cette barre à mine avait détruit des zones émotionnelles. Et on s'est aperçu, son caractère a changé, il avait beaucoup plus de difficultés à prendre de bonnes décisions. Et en relisant toute cette histoire, Damasio a montré que justement la connexion entre les émotions et la raison ne se faisait plus. Il n'y avait plus de mémoire sensorielle suffisante chez cet homme-là pour qu'il puisse avoir toute l'acuité de décider avec justesse dans sa vie. Ça a été pour lui un déclic de ce lien entre émotion, sentiment, raison, pensée avec tout son corps. Aussi l'idée que les émotions font partie du cerveau, que le siège de nos émotions sont dans le cerveau, avec le cas de Phineas Cage. Oui, hein, c'est ce qu'on appelle le système limbique en particulier, alors que notre intellect est plutôt lié à des aires cérébrales du cortex préfrontal, mais justement il y a des liens entre les deux. Et ça, on peut s'en apercevoir aussi. Ce sont souvent nos émotions, alors il y a les émotions conscientes et celles qui viennent à la conscience, ou bien celles qui sont inconscientes, hein, vont peser sur les choix, sur les idées, sur notre préférence pour telle ou telle action ou pour telle ou telle idée, hein, parce qu'il y a des systèmes de récompense dans le cerveau. Les émotions sont des signes soit de peur, soit au contraire de joie, soit de dégoût, soit de plaisir, et évidemment, notre corps va plutôt choisir ce qui donne du plaisir et de la joie. Et du coup, le poids des émotions va jouer sur le type d'idées et d'actions que nous allons mener. Tout cela est intrinsèquement lié entre le système limbique et le cortex préfrontal. Il y a des liens directement. Tout cela est intimement lié. Tout est lié dans notre cerveau et avec tout notre corps, jusque à travers tout notre système nerveux. Et même notre système immunologique est marqué par tout cela. Donc l'homme global, oui, on pense avec tout son être et avec tout son corps. D'où la raison de votre sous-titre « Dialogue sur l'homme vivant ». Voilà, parce qu'aujourd'hui, les neurosciences et la biologie nous montrent des interactions entre le biologique, le psychique et le spirituel. Et dans mon livre, je mets cela en résonance, en regard, en résonance avec ce que des traditions d'anthropologie chrétienne, comme celle de saint Paul et de saint Irénée de Lyon, corps, âme, esprit, nous montrent aussi de cette complexité de l'humain. C'est pour moi très important de voir qu'on est sorti en partie, en tout cas, d'une vision très matérialiste de la conscience, du cerveau humain,
et de l'humain tout entier pour une vision beaucoup plus complexe. C'est très important, notamment par rapport au soubassement anthropologique de nos questions éthiques. Évidemment, si on voit l'humain comme une machine, éthiquement parlant, on ne va pas agir de la même manière que si on pense qu'il faut prendre soin des trois interactions, de l'interaction des trois dimensions, corps, âme, esprit. Voilà une toile de fond très importante pour les questions d'éthique aujourd'hui. Elles sont tellement importantes que je vous propose d'y revenir lors d'une prochaine émission. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.